Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement à cette émission. Merci de vos critiques également, on en tient compte, ne vous inquiétez pas. Vous nous avez demandé de vous rechercher les futurs candidats et les futurs présidents ou présidentes. Donc on a pioché dans le paysage politique martiniquais et on vous a déniché le gendre idéal de la politique martiniquaise. C'est pas nous qui le disons, ce sont nos téléspectateurs. Monsieur le député Jean-Philippe Nilor, bonsoir. Bonsoir, Eddy Marajou, et puis bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Très bien, ils sont répartis, je vous le rappelle, dans le monde entier. Et en plus avec le net. Alors on a peut-être un petit souci Facebook, mais ne vous inquiétez pas, on va remettre tout ça en marche. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien, ça va beaucoup mieux en tout cas. Beaucoup de personnes, beaucoup de Martiniquaises et de Martiniquais savent que j'ai connu une année 2020 très difficile du point de vue de la santé. Vous n'êtes pas le seul. Oui, non, mais ça a été le cas pour tout le monde. Mais ouais. Je veux dire, moi, j'ai eu des problèmes de santé en particulier qui sont aujourd'hui derrière moi et j'ai compris vraiment l'adage qui dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Très bien. C'est vrai que on s'est posé des questions pendant un long moment compte tenu de votre absence, mais on l'a retrouvé. Il est là, il a l'air en pleine forme. Très bien. Ce souci de transparence, vous l'aurez tout le temps dans les années qui viennent ou ça vous est dicté par les circonstances? Non, je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. À l'époque, je me souviens, vous posiez des questions, vous disiez ma vie d'un côté, ma vie politique de l'autre. Là, quand même, il y a ce souci de transparence. Vous êtes en train de vous présidentialiser, peut-être? Non, je ne dirais pas ça. Mais simplement, la transparence, ça fait partie de moi, de ma personne. Par contre, je ne vais pas exposer ma vie privée ou ma vie familiale très bien. Dans les médias. Je pense qu'il y a des gens autour de moi à préserver et je tiens vraiment à préserver mon entourage. C'est clair que vous avez été attaqué très souvent, régulièrement, sur les réseaux sociaux. De toute façon, moi, je fais des choix éthiques. Je ne parlerai pas de ça ce soir. Mais effectivement, quand on commence une carrière politique de la façon dont vous l'avez commencé, c'est-à-dire piano, tranquillement, à l'ombre du conductador, on viendra à ça tout à l'heure, être exposé là, en pleine lumière, ça doit pas être facile. C'est pas simplement le fait d'être exposé en pleine lumière, c'est le caractère malsain qu'il y avait dans ces attaques et je crois que je n'en suis pas mort, donc bon, très bien. Ça va. Rassurez-vous, Jean-Philippe Nilor, les attaques ne sont jamais saines. C'est clair. Oui, mais je fais la différence entre des critiques qui peuvent être très dures, mais qui sont constructives et qui peuvent être justifiées, parce qu'on n'a pas toujours raison, et puis des attaques vraiment infondées, des délires qui peuvent atteindre l'entourage des gens. Donc, très bien. Ce soir, on va essayer de faire un petit tour du panorama politique, mais aussi économique, social, etc. On va commencer, non pas par la politique, même si c'est l'actualité, puisque vous étiez sous les feux de la rampe il y a quelques jours, mais l'actualité sanitaire. Est-ce qu'un énième, allons être un peu plus rigoureux, un troisième confinement nous pend au nez? Je crois que oui. C'est ce qui va se faire, je pense, dans un premier temps en France. Ouais. Et par ricochet, comme souvent, nous allons subir ce troisième confinement. Oui. Est-ce qu'il y a des raisons légitimes qu'on aille vers un troisième confinement? Parce que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes dans les couloirs, dans les arcanes du pouvoir, vous entendez, vous avez des relations avec les composantes du pouvoir français, notamment le gouvernement, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous entendez comme petite musique, là? La musique dit très clairement qu'on y va tout droit. On doit s'attendre dans les semaines, les mois à venir à un durcissement des conditions de vie des habitants par rapport à la montée de ce virus. Il y a de vraies raisons, selon vous,
d'aller à nouveau vers un confinement? Je crois que oui. Très franchement, je crois que oui. Aujourd'hui, le virus est en train de s'installer durablement. Il y a des variantes. Je crois que on doit aller vers une protection maximale de la santé des gens. Vous faites pas l'hésitant. Vous dites priorité à la santé. Le reste, on s'en occupe, mais priorité à la santé. Je suis cohérent et j'ai toujours considéré que la santé humaine passait avant tout. Et les politiques publiques, quelles qu'elles soient, doivent accorder une priorité à la santé des individus. Donc en clair, on ne vous aurait pas vu, par exemple, dans le vidé devant la préfecture, en train de harceler le préfet pour lui dire de réouvrir les commerces, de réouvrir les portes du pays. Ce ne serait pas vous, ça? Attention. Je dis que s'il y a des mesures de confinement, s'il y a des mesures dures à accepter, on doit pouvoir les accepter. Mais elles doivent pouvoir être imposées à tous. Mais lorsqu'on a l'impression qu'il y a des mesures qui exemptent quelques-uns au détriment d'une grande majorité, je ne peux pas être contre ce type d'injustice. Moi, je pense que si on avait fait l'effort de durcir les choses d'emblée, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Ouais. Vous pensez que le deuxième confinement, par exemple, a été plutôt une petite rigolade, en fait? Ouais, ça n'a pas été un confinement, ça a été le discours que j'ai tenu, y compris devant mes collègues, y compris aux autorités, aux préfets ici et aux responsables, aux membres du gouvernement. Vous n'avez pas dû vous faire beaucoup d'amis, alors? Non, mais je ne cherche pas systématiquement. Je crois que lorsqu'on s'engage en politique, il faut être responsable et savoir tenir un discours responsable. Un discours responsable doit être cohérent. Lorsque, sur un dossier comme celui du chlordécone, on va y venir. Hein? Oui, non, mais je considère que la santé des individus est passée au second plan par rapport aux impératifs économiques. Ouais. Et lorsque je dénonce ce choix-là, je dois pouvoir être cohérent s'agissant du Covid-19. Oui, restons sur le Covid, parce que en termes d'impact, très clairement, là, il y a à la fois un impact sur la santé et un impact sur l'économie, et un impact sévère. Au niveau national, c'est pratiquement 2 milliards par jour d'aide que le gouvernement doit consentir à tous les secteurs, notamment au secteur économique, bien sûr, aux employés, aux salariés, chômage partiel, aide directe aux entreprises. Vous êtes favorable à ces mesures d'accompagnement, ou alors vous dites elles seraient plus utiles ailleurs? Parce que vous avez entendu le discours, la philosophie du gouvernement, c'est quoi qu'il en coûte, il faut que nous aidions l'économie. Oui. Vous êtes à fond derrière ça ou pas? Oui, je suis à fond derrière ça, et pas que l'économie. Oui. Il faut aider le social, il faut aider les associations, mais il faut aider les entreprises. Parce que là, c'est pas vraiment le cas. Le social, les associations, les petites mains qui aident les gens, elles, il n'y a pas une douche d'argent sur leur tête. Hein. Absolument. C'est aussi pourquoi je disais qu'il ne faut pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. L'équité, ça doit être un principe qu'on doit appliquer lorsqu'on est aux responsabilités. Donc oui, il faut aider les entreprises, parce que les entreprises, c'est ce qui permet à un pays de vivre, de survivre. Ouais. Et dans notre cas particulier, avec un tissu économique très centré autour des petites et des très petites entreprises. Donc, très petites entreprises, ça signifie aussi plus grande difficulté pour accéder aux aides, et notamment à tous les dispositifs compliqués avec toutes les procédures qui viennent jalonner le PGE, parcours du combattant. etc. Voilà. Il faut accorder une importance capitale à l'aide directe aux entreprises, à ceux qui font la vie économique de ce pays. Venant d'un homme de gauche, je ne me trompe pas, vous êtes bien un homme de gauche, vous n'avez pas encore bougé, parce qu'il y en a qui bougent ces temps-ci. Ils passent de gauche à droite, de droite à gauche. Venant d'un homme de gauche, le discours est quand même un tout petit peu surprenant.
cette espèce d'acceptation de l'entreprise. D'ailleurs, je vous ai entendu, j'allais dire, câliner un peu les patrons en disant, mais nous, on n'est pas contre l'entreprise. Mais on n'est pas contre l'entreprise. Aujourd'hui, le discours caricatural gauchiste, entre guillemets, qui considère que tout patron, tout chef d'entreprise, c'est forcément un individualiste, capitaliste, un voleur. Un voleur. Ouais. C'est un discours qui est dépassé. Et nous avons objectivement aujourd'hui en Martinique besoin de favoriser l'émergence d'une nouvelle catégorie de chefs d'entreprise martiniquais qui nous ressemblent et qui réussissent dans le monde de l'économie. Parce qu'il n'y a pas que dans le sport, il n'y a pas que dans la musique qu'on peut réussir. Et je crois que nous avons suffisamment de potentiel en Martinique pour réussir dans le monde de l'entreprise en Martinique. D'ailleurs, je considère que, compte tenu des conditions de développement des entreprises en Martinique, du climat qui est particulièrement difficile. Ouais. Lorsqu'une entreprise réussit en Martinique, elle est capable de réussir partout dans le monde. C'est un peu le cas pour les Martiniquais eux-mêmes, parce qu'on a vu à travers l'immigration martiniquaise vers d'autres pays, il y a quand même de très nombreux exemples de réussite. De réussite. Donc, ouais. il faut qu'on puisse aussi générer ces exemples de réussite dans notre pays, puisqu'il n'y a pas de fatalité. Pour qu'on réussisse à l'extérieur, on n'arrive pas à réussir à monter des structures chez nous. Il y a des obstacles objectifs, ouais. Mais nous pouvons et nous devons aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, transcender ces obstacles-là et mettre en place des politiques publiques qui soient bienveillantes vis-à-vis de la création d'entreprises en Martinique. Et je crois que c'est même pas un choix du cœur, c'est un choix de la raison. Vous me tendez la perche, on passe du virus. Puis, on parle du virus, mais j'ai l'impression que vous avez muté un petit peu, non? Non. Parce que Attendez. Moi, j'ai des textes, hein. J'ai des textes des années 90-2000. Vous n'étiez pas aussi complaisant, entre guillemets, vous n'étiez pas aussi ouvert, vous n'étiez pas aussi, venez d'employer le mot, pragmatique, quand on vous posait des questions sur le tissu économique et le tissu des entreprises. Mais je dirais que certainement, si vous l'avez constaté, c'est très bien. J'ai évolué, mais je ne crois pas avoir été, à un moment dans ma vie, hostile au développement des entreprises. J'étais peut-être opposé à une conception de l'entreprise, une conception de l'entreprise en tant que l'entreprise prédatrice ou l'entreprise qui n'est pas bienveillante vis-à-vis de ses salariés. Mais aujourd'hui, ces modèles-là sont dépassés aussi. Ils sont toujours présents quand même. Ils sont toujours présents. Et ça existe encore sur le terrain. Mais on voit bien au Japon ou ailleurs, dans les sociétés dites modernes, la bienveillance, le bien-être au travail, ce sont des notions qui sont essentielles. Pas seulement parce que les gens sont bien, c'est surtout que lorsque les gens sont bien, la rentabilité est meilleure et le climat au sein de l'entreprise est meilleur. Et finalement, c'est du gagnant-gagnant. Oui, il est clair que cette mutation dont j'ai parlé sera au cœur de la campagne. Parce qu'il n'y a pas que sur ce point que vous avez évolué. Parce que l'intérêt d'une émission comme celle-là, c'est de remonter les années et puis de comparer. Et il est clair qu'en particulier, là on a parlé du Covid et de la gestion étatique, quand vous dites, moi, la politique gouvernementale d'aide, je suis d'accord et c'est important et c'est fondamental. Je suis d'accord, mais je suis surtout partisan d'une adaptation de cette politique aux réalités de notre économie. Tout à fait. Mais là où vous avez muté également, c'est que vous êtes beaucoup plus ouvert à l'idée de dialoguer, de négocier, d'être en face. Puisque à l'époque, je me souviens, vous n'étiez pas trop d'accord avec l'idée même de discuter ou de négocier avec un gouvernement colonialiste. Vous vous rappelez de ça? Non, c'est un peu caricatural. Ça, c'est... Oui, mais vous vous rappelez de ces mots-là. Par exemple, là, vous n'avez pas employé le mot. Mais parce que... Il est moins colonialiste ou il est... Non, la réalité de la colonisation est là, elle est bien présente. Elle change de forme. Et nous devons aussi nous adapter à ça.
En fait, tout le monde change de forme, quoi. Tout le monde mute. Et vous vous adaptez à une situation qui a muté. Moi, je m'adapte à une situation et je suis obligé de recourir à un certain nombre de concepts pour décrire une réalité qui est beaucoup plus complexe que par le passé. Alors, si j'ai évolué en bien, merci de écoutez, j'ai pas le loisir de juger, mais en tout cas, moi, je constate. Alors, vous venez d'employer un mot qui me permet de rebondir et de passer à un autre sujet. C'est le mot complexité. Vous, et je vous ai entendu l'employer à plusieurs reprises. Vous tranchez là, au moins sur ce point, avec des gens qui ont publiquement dit que le seul parti politique qui leur semblait proche ou sur la bonne voie, c'était PIA, dont vous êtes l'un des cofondateurs. Et ces gens, ce sont des activistes qu'on appelle un peu rapidement rouge, vert, noir. Alors, est-ce que la complexité que vous revendiquez, que eux oublient très clairement, parce que bon, ce serait pas trop cohérent avec un discours qui est plutôt assez manichéen, cette complexité ne vous met pas en porte-à-faux par rapport à des gens qui disent publiquement que PIA c'est pas mauvais, quoi, alors que tous les autres ils les excluent d'emblée. Comment vous vivez ça? Ce que je retiens de ce que vous venez de dire, de la description que vous venez de faire, c'est que, et je suis fier, si nous pouvons, nous à PIA, être des interlocuteurs crédibles et responsables vis-à-vis de cette frange de la population, heureusement qu'il y a encore des interlocuteurs. Parce que imaginez-vous qu'ils rejettent tout le monde et qu'ils soient à ce moment-là complètement en marge de la réflexion politique dans ce pays. Ce serait quand même beaucoup plus grave. Vous pensez que c'est un danger de faire en sorte... Moi, ce que je dis, ce que vous dites... De les exclure, ce serait un danger. Ben oui. De toute façon, je considère que l'exclusion, ça emmène toujours de la violence. En quoi ils ont raison? Non, mais alors, quand vous dites « ils », je veux préciser une chose. Vous dites, on les appelle un peu rapidement rouge, vert, noir. Oui, je l'ai dit. Moi, j'ai dit, on les appelle. Un peu rapidement, on les appelle à dessein rouge, vert, noir. Oui, mais moi, j'ai pas dit rouge, vert, noir. J'ai dit des activistes. J'ai employé le mot activiste parce que bon, ils ne rejettent pas le mot activiste parce que il y a quand même une certaine noblesse dans l'activisme si on se réfère au passé. Mais le rouge, vert, noir est un élément, on va dire un peu rapide qui, j'allais dire, facilite l'identification. Alors, oublions le rouge, vert, noir, on sait de qui on parle. Et c'est comme l'exclusion. La caricature, ça amène toujours une réduction par rapport à la complexité de la réalité. Ce que je veux dire clairement, c'est que beaucoup de Martiniquais ont adopté le rouge, le vert et le noir. Et ça, il faut le respecter, ça. Et qualifier des activistes qui peuvent avoir des comportements un peu extrémistes de rouge, vert, noir systématiquement, ce n'est pas... Ça crée la confusion. Ça crée la confusion. C'est un amalgame et c'est un manquer de respect à ce drapeau-là. Je ne peux pas être d'accord avec des dérives. Des dérives du point de vue de la démocratie. Est-ce que vous les condamnez? Des dérives, et je condamne les dérives du point de vue du respect des principes d'humanisme. Je ne peux pas accepter, par exemple, la privatisation d'une plage, d'un lieu public, par quiconque. Et c'est pas parce que à Sainte-Luce, par exemple, ou ailleurs sur le territoire, j'ai été l'un de ceux qui se sont rebellés, qui ont remis en question cette privatisation des plages, le fait qu'on nous empêche d'accéder à nos plages et qu'on empêche aussi par là même les touristes d'accéder aux plages. Si je suis cohérent, je dois condamner toute forme de privatisation des plages en Martinique. Et de surcroît, lorsque un certain nombre d'individus viennent et choisissent le prêcheur, comme par hasard, Vous êtes en train de me dire que c'était peut-être
quelque chose de préparé. Mais bien évidemment, c'est pas pour nous rendre service. Ouais, c'est clair. C'est clair que ça met en porte-à-faux votre coprésident, le maire du PCA. J'ai entendu Marcelin Nadeau hier sur cette même antenne être très clair sur cette question-là. Moi, je ne peux pas cautionner un acte de discrimination. On ne peut pas dire qu'on empêche des personnes d'accéder à une plage par rapport à leur origine ethnique. Ouais. Là, je le condamne clairement et ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je refuse de le faire à l'autre. Vous voyez bien le piège qui vous est tendu. Une proximité idéologique avec un certain nombre de tenants de l'activisme serait peut-être malvenu en période électorale. Vous voyez bien là où les choses peuvent... Notre curseur n'est pas celui-là. C'est-à-dire, on n'est pas en permanence en train de compter les voix, de savoir comment... Non, mais dans l'opinion, vous disiez... Mais il faut clarifier les choses. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes, nous, favorables à ce que la Martinique ait un drapeau. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je le vois bien en France, à l'Assemblée nationale. Les députés peuvent s'invectiver, se détester, se haïr, se mépriser, s'humilier. À partir du moment où les notes de la Marseillaise commencent à résonner, à partir du moment où on commence à hisser le drapeau bleu, blanc, rouge, tout le monde est au garde à vous. Ça veut dire que ce drapeau et cet hymne se situent au-dessus des individus. Et ça permet d'avoir des moments d'apaisement où chacun se reconnaît dans une entité collective qui est la France. Et vous voulez que pour la Martinique, ça se passe... je veux que pour la Martinique, on ait l'équivalent. Et on n'a pas ça en Martinique. Oui, mais attendez, Jean-Philippe Nilor, les activistes n'ont pas pour combat premier le combat du drapeau. Hein. Il y a derrière un certain nombre d'idées et un certain nombre de thématiques qui n'ont rien à voir avec le drapeau. Je dirais que le drapeau, c'est un symbole, mais derrière, il y a le chlordécone. Oui. On va en parler. Il y a les béquets. Il y a un fond noiriste anti-blanc, d'ailleurs clairement assumé, hein, puisque un certain nombre d'entre eux le disent très clairement, etc., etc. Oui, donc, mais moi, je ne suis pas anti-blanc. Oui, je ne vais pas soutenir des anti-blancs. Ouais. Je vais soutenir ceux qui vont mener une action que je considère comme étant ô combien justifiée s'agissant du chlordécone, par exemple. Mais moi, mon curseur, ce sont mes valeurs. Les valeurs que je porte en moi et je crois que ce sont aussi celles qui m'ont été transmises par mes parents, par mes grands-parents et au centre de ces valeurs-là, il y a l'humanisme, le respect, la tolérance. Et parlons de tolérance, d'humanisme, vous allez sourire. Quand il y a des messages d'appel plus ou moins d'atteinte aux personnes ou d'atteinte aux biens concernant les béquets, vous dites quoi? Mais je suis opposé à ça. C'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses. Nous sommes à PIA et nous l'avons inscrit dans notre ADN, opposé à toute forme de violence. Donc les choses sont claires. Ouais. Par contre, en revanche, on ne peut pas non plus stigmatiser qu'un aspect de la violence. Celle qui vient de certaines qu'on qualifie d'extrémistes, de révolutionnaires, etc. Ouais. Il y a aussi une violence d'État. Et cette violence d'État, il faut aussi la condamner, avec la même détermination. Ouais. Qu'il s'agisse des activistes ou d'autres, hein, parce qu'on a vu un producteur martiniquais qui n'a rien de rouge, vert, noir à Paris se faire tabasser par la police d'État. Oui. Donc, quel que soit le sujet, en fait. Oui, parce que souvent, et vous n'êtes pas le premier, on évoque la violence d'État quand on parle du sujet des activistes. Mais vous savez que tous les jours, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec les activistes, qui sont... alors, la violence économique, on en parlait, la violence politique, la violence sociale, etc. Qui souvent... vient de l'État auquel on s'est référé tout à l'heure. Absolument. Et c'est pourquoi aussi nous allons développer tout au long de cette campagne et comme perspective pour la Martinique le concept d'urgence. Il y a une urgence climatique, une urgence environnementale, il y a une urgence sociale, il y a une urgence... Ne déflorez pas trop le sujet, on y viendra. Mais c'est cette situation qui crée de la souffrance dans le pays. Et souvent, la violence, c'est le résultat, c'est le fruit de la souffrance. De la colère. De la colère. Alors,
gardons de côté le mot urgence. Et la colère est souvent légitime. Elle ne l'est pas toujours. On y reviendra. Chlordécone. Bon, voilà un sujet. Voilà un sujet. Alors, on est dans une grande période de manipulation multisource. Il y a les informations qui viennent des défenseurs des actions en justice menées pour trouver des responsables, des coupables. Il y a une communication gouvernementale, il y a des communications politiques, etc. Aujourd'hui, vous, sur la stratégie actuelle, qui est extrêmement simple, qui est de dire nous faisons confiance à la justice française pour que les responsables et les coupables soient punis. Est-ce qu'elle est la bonne ou pas? Il faut bien qu'on s'interroge là maintenant. Et pourquoi maintenant? Parce que les informations qui nous reviennent, vous savez, nous sommes quand même un peu habitués au discours des uns et des autres. On a le sentiment qu'on veut noyer l'affaire. Mais sur quoi les gens se basent sur ça? Parce que le seul son officiel qu'on entend, c'est le son des défenseurs qui disent il semble bien qu'on se dirige vers un classement de l'affaire, vers un non-lieu. Alors que la justice n'a pas fini. Je ne classe pas les défenseurs dans une catégorie. Je considère que tout Martiniquais devrait être défenseur de la reconnaissance de ce crime-là qui a été d'empoisonnement de la Martinique. Parce que nous en sommes tous victimes. Vous savez qu'au-delà des Martiniquais, il y a un Français qui s'appelle Emmanuel Macron qui a dit c'est un crime. Ouais. Il l'a dit, hein. Oui. Il l'a dit ici en Martinique. Donc, je pense qu'il y a à peu près... Un crime ne saurait rester. Non, mais attendez. Il y a à peu près consensus sur la qualification des actes. D'accord. Maintenant, il faut aller plus loin. Et je suis d'accord avec vous. Il faut aller plus loin. Alors, vous dites quoi? Moi, je dis que ce qu'on est en train de nous préparer, c'est-à-dire un non-lieu. Vous en êtes sûr? J'en suis pas sûr et nous aurons des rencontres très prochainement avec les responsables du gouvernement. Et, quand vous dites nous? Nous, les parlementaires. En tout cas, moi, j'ai pris la tâche de responsable au niveau du gouvernement pour en savoir plus. Vous pensez comme d'habitude que ce gouvernement va prendre le risque associer mes collègues parlementaires, parce que c'est cette empreinte que j'ai voulu donner à mon travail de parlementaire, de ne pas faire du solo, mais d'essayer de travailler en cohérence et en synchronisation de manière unitaire avec mes collègues parlementaires. Ça semble porter ses fruits apparemment, parce que au cours des dernières années, c'était pas trop le cas. Mais là, il semblerait que, enfin, vous ayez compris, je vous mets dedans, parce que vous êtes au total 6, que vous ayez compris que, comme les Réunionnais, il faudrait peut-être parler de... Voilà, je vais accepter votre formule, mais je peux vous assurer qu'il y a longtemps que j'ai compris ça. Et que j'ai dû me battre au cours de ces dernières années pour faire comprendre ça à mes collègues. Je prends un exemple. J'ai fait une proposition de loi sur le trafic d'armes en Martinique et en Guadeloupe. Et j'ai voulu, de manière symbolique, que ce soit les parlementaires de Martinique et de Guadeloupe qui co-signent ce texte-là. Nous avons eu trois députés de Martinique et les 4 députés de Guadeloupe. Il y en a un qui n'a pas voulu s'associer à ça. Simplement parce que c'est moi qui portais cette initiative. Alors que moi, je n'ai aucune difficulté. Je vous assure, aucune difficulté à me ranger derrière n'importe lequel de mes collègues pour faire un travail qui est positif pour la Martinique. D'ailleurs, les trafiquants d'armes guadeloupéens viennent de subir les foudres de la police, un peu chauffés par vos actions. Je crois qu'il y a eu 25 interpellations, un des plus gros trafics qui a été stoppé. Mais revenons à la chlordécone. Oui. Quand vous dites je pense qu'on va vers un non-lieu, est-ce que vous ne coupez pas un peu l'herbe sous le pied du gouvernement? Non, je ne coupe pas l'herbe. Je préviens. Je préviens que... Mais vous jetez un peu de l'huile sur le feu, là, non? Non, je ne suis pas de ceux qui jettent de l'huile sur le feu.
Jusqu'ici, vous préparez l'opinion. Certains me reprochent même de ne pas avoir rédigé de communiqué. Je ne communique jamais dans la précipitation. Je prends le temps. Mais vous pensez qu'on va vers Je pense que c'est ce qu'on est en train de nous préparer. Et je vous assure, là on parlait tout à l'heure de violence, ça ce serait une forme de violence, mais inqualifiable. Le plus haut degré de violence possible. Est-ce que vous êtes en train de préparer l'opinion ou est-ce que vous n'êtes pas en train de chauffer suffisamment le gouvernement pour leur dire les mecs, ne faites pas de conneries? Les deux. D'accord. Les deux. Non, mais je préfère dire ne faites pas de conneries et parce que la situation va s'enflammer ici et c'est pas ce qu'on souhaite. Ouais. Vous pensez que cette thématique est suffisamment, entre guillemets, chaude pour que ça puisse provoquer un incendie? Enfin, il y a déjà des hangars de bananes qui brûlent, donc ça a déjà provoqué des incendies. Pas contre sous les hangars de bananes. Moi, je conserve la même prudence. Il y a une enquête qui est en cours. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur une partie de la population pour dire que c'est un tel qui fait ça. Non, on va attendre. C'est un peu signé. Non. Vous vous rappelez que dans la même zone, dans la même région, il y a des champs de canne qui avaient brûlé. Oui, mais on va attendre. C'est-à-dire que si on était certain de qui était l'auteur de ces actes-là, on n'aurait pas eu d'enquête. Non, là, il y a une enquête qui est en cours. Je crois qu'il faut respecter les choses. Parfois, on peut avoir des surprises. Et vous savez bien que dans le monde des chefs d'entreprise, parfois, il y a des choses... Vous êtes en train de nous dire qu'il y a peut-être des manipulations. Il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée de manière la plus objective possible pour qu'on puisse savoir. Et à partir du moment où on sait, on peut condamner. D'ores et déjà, je condamne cet acte. D'où qu'il vienne. Je le condamne. D'accord. Parce que c'est pas, ça met 50 familles martiniquaises. Vous n'êtes pas persuadé que ça vient d'un côté? Je ne suis pas persuadé. Je ne peux pas préjuger de ce que je ne connais pas. Vous avez remarqué que vous préjugez potentiellement de la fin du processus chlordécone. J'ai des éléments qui me permettent de dire attention. D'accord, c'est plutôt attention. Voilà. Bien, on va changer de sujet. Oui. Le sujet, c'est quand même la politique. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Est-ce que vous êtes officiellement candidat à la candidature pour aller relever le défi des élections à la CTM? PIA est officiellement candidat. Celle-là, je l'attendais. Non, mais nous avons, vous savez, au sein de PIA, nous avons fait notre choix de tête de liste, mais à proposer à nos partenaires. C'est qui la tête de liste? Mais vous allez le savoir. Mais réservez-nous le scoop. Non, je dois le réserver cette proposition à nos partenaires, et nos partenaires sont de plus en plus nombreux. Mais si on commence à dire, voilà, je suis candidat, ça qu'il est vigné puis moi, ça c'est une démarche passéiste, ça c'est une démarche archaïque, on n'est pas dans ça. Pas de souci. On a fait notre choix en interne, et là maintenant, on va faire cette proposition à ceux qui souhaitent travailler avec nous, et ils sont de plus en plus nombreux, et donc on le fait dans le respect de nos partenaires. Parce que si on commence à humilier ou à considérer que des partenaires c'est des simples adjonctions qui viennent juste pour porter quelques voix, quelque part on sort pas du modèle qu'on est en train de dénoncer. Donc là encore, cohérence. Tout à fait, je comprends. J'ai simplement vu la tête de Marcelin Nadeau lors des différentes interviews. Il avait l'air serein, calme, mais certainement pas enthousiaste à l'idée que ce serait lui la tête de liste. Donc on a tous ici compris qu'il y a de fortes chances, vous voyez, je fais un peu comme vous, on a des éléments qui nous laissent penser que la tête de liste choisie en interne, je reprends vos mots, ce serait plutôt vous. Est-ce que je me trompe? Il y a de fortes chances. Très bien, il y a de fortes chances. Et ce que nous concluons également, c'est que de toute façon, même si vous êtes poli avec vos futurs partenaires, il y a peu de chances que ça soit l'un de vos partenaires qui soit leader de la liste. Non, il y a des chances. Ah bon? Il y a des chances. Je vais reprendre ma liste et puis je vais regarder qui peut être tête de liste à votre place. Mais non, mais ça signifierait que je vous dévoilerai tous ceux qui sont prêts à travailler avec nous. Pas du tout. C'est à eux de le faire. Ouais. Là encore, c'est une marque de respect vis-à-vis d'eux. Mais pourquoi pas?
je vous assure que même si PIA prend le leadership d'un mouvement visant à offrir une alternative politique en Martinique, mais s'il y a un candidat, une candidate qui serait mieux placé, qui incarnerait mieux cette dynamique-là, nous n'aurons aucune difficulté à travailler avec cette personne-là, et parce qu'on n'est pas dans la recherche absolue de satisfaire des égos, un leadership. On n'est pas dans cette démarche. Ça fait partie de l'image de marque du nouveau Jean-Philippe Nilor, ça. Mais c'est pas le Parce que attendez, il y a mieux. Vous proposez, par exemple, que si vous arrivez au pouvoir, que la commission des finances de la CTM soit confiée à l'opposition, un peu ce qu'avaient fait d'autres avant vous, mais au niveau national, ici plutôt rarement, mais ça, même si ça existait. C'est ça le Jean-Philippe Nilor, le nouveau Jean-Philippe Nilor, c'est le même. Ouvert, bienveillant. Non, c'est le même. Hein? C'est le même. Non. Je crois que vous avez une image caricaturale. Je préfère ne pas vous faire les lectures. Du jeune homme politique que j'ai été. Ah, bon. À l'époque, vous avez une image caricaturale. Pur et dur, hein. Mais j'ai été pur. Pur et dur. Je le suis toujours d'ailleurs. Ouais. Non. Mais j'ai non, été, là, non, vous avez mis de l'eau. Vous avez mis de l'eau dans votre vin, là. Non, c'est pas mettre de l'eau. Ouais. C'est évoluer, c'est se bonifier, c'est apprendre de la vie. Est-ce que je peux oser mûrir? Oui, on peut dire mûrir. Ouais. Mais quelque part, je me reconnais dans celui que j'ai été, avec toute sa foi, toute sa détermination et toute son admiration aussi pour un leader. Je me reconnais dans celui-là, mais j'ai évolué. Aujourd'hui, je vais défendre des positions qui sont peut-être très certainement plus mesurées, mais parce que ça correspond à ce que je considère comme étant bon pour mon pays. Mais à l'époque, je considérais aussi avec la même sincérité que les positions que je prenais, qui sont pas aussi caricaturales que vous le dites, mais je vais vous en citer deux, trois au cours de l'émission, vous allez voir. Des positions dures, mais bien sûr. Mais il faut bien que jeunesse se fasse. Il faut bien qu'on fasse ses armes. Donc là, c'est bon. Vous nous rassurez. J'ai grandi, j'ai mûri. Je crois un petit peu que je me suis assagi, mais la détermination et l'amour pour mon pays et le respect sont toujours là. Vous disiez il y a quelques minutes, il faut savoir reconnaître ses erreurs, parce qu'on n'a pas toujours raison. Moi, j'aimerais aller un peu plus loin. Est-ce que vous avez eu l'impression, à un moment donné, d'être manipulé ou d'avoir été manipulé, ou qu'on ait, soyons plus mesurés, eu la volonté de vous manipuler? Est-ce que ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, oui. Ouais. Notamment avec cette histoire de G20. Vous voyez, je n'osais même pas en parler. Je suis dans la transparence. On me demandait d'un côté d'aller représenter mon parti et pour marquer à la culotte, pour ne pas laisser les choses s'échapper, pour toujours garder un contrôle sur ce qui se faisait. Et puis de l'autre côté, on me vilipendait en public. Parce que vous aviez trahi. Voilà. Bon, ça c'est une haute forme de manipulation. Je vous tendais la perche, je voulais que vous puissiez au moins le reconnaître. Mais il y en a d'autres. Mais celle-là est quand même exceptionnelle. Très franchement, je ne veux pas aborder cette campagne-là sous l'angle d'un combat contre mon ancienne formation politique. Ah non, mais j'ai pas introduit le sujet. Vous voyez que vous l'introduisez vous-même. Vous ne voulez pas le faire, mais vous l'introduisez. Non, mais c'est encore. J'ai mes questions, hein. C'est encore, mais j'ai mes réponses. et ma réponse, c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui attendent de moi que je mène un combat avec PIA contre le mime, ils seront déçus. Parce que nous menons un combat avec la Martinique, avec l'intelligence collective de la Martinique, avec les forces vives de la Martinique pour proposer une autre manière de fonctionner, mais on mène de combat contre personne. Alors, j'ai quand même... Ni contre le MIM, ni contre le PPM, qui seront très certainement des adversaires coriaces à respecter. Mais on doit imposer notre respect aussi. C'est le minimum qu'on leur souhaite. En tout cas, une petite question, parce que je vous ai sur la main, j'ai posé cette question-là à d'autres de mes invités qui m'ont dit, vous allez lui poser la question. Il y a eu une plainte déposée par un certain nombre de conseillers territoriaux à l'encontre à la fois du préfet et d'Alfred Marie-Jeanne, président de l'exécutif, sur cette histoire de, on va dire, Séguineau, on résume,
Et quand on regarde la liste des 11 personnes qui ont porté plainte, il n'y a personne de proche de vous. Vous avez donné un mot d'ordre à vos compagnons en disant on ne se mêle pas à ça, on se mêle pas de ça? Pas qu'on ne se mêle pas, mais qu'on ne participe pas à cette plainte. Et pour quelle raison? Parce qu'on peut avoir juridiquement raison et politiquement tort. Là, en l'occurrence, vous êtes certain de la véracité des faits et du fait que juridiquement, vous êtes plutôt bien placé? C'est un débat qui est complexe, celui de Seguino. Moi, je dis qu'il y a un amendement qui a été voté démocratiquement, après débat en plénière. Alors rappelons à nos téléspectateurs C'est un amendement qui a été proposé par Fred Lordino pour proposer de couper la poire en deux, parce que le propriétaire exige, parce qu'il y a un dossier qui est en justice, exige 550 000 € de la collectivité en dommages. Et Fred Lordino a proposé de couper la poire en deux et de voter 225 000 € pour en finir avec cette histoire. Alors, soyons précis, à la fois pour payer la valeur du terrain qui est de 15 000 €, parce que c'est un terrain agricole, c'est pas un terrain agricole qu'on pourrait payer 225 000 €. Et puis un dédommagement pour le reste. Moi, je n'ai pas voté sur le moment, je n'ai pas voté cet amendement de Lordino. Avec mes amis, on s'est abstenu parce qu'on considérait qu'à ce moment-là, on n'avait pas suffisamment d'éléments pour pouvoir décider. Mais l'amendement a été voté à la majorité. L'amendement a été voté à la majorité. Un amendement qui est voté, il est exécutoire. Ouais. C'est ça la règle. Et si on commence à déroger aux règles de la démocratie, parce qu'une décision ne nous plaît pas, ne nous arrange pas, ben c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Moi, je suis monté au créneau. Je me suis opposé au raccordement de Albioma. J'ai essayé de développer ma position. Je me suis beaucoup impliqué dans ce dossier. J'ai beaucoup travaillé ce dossier-là. J'ai essayé de convaincre un maximum de mes collègues. Alors rappelons à nouveau Albioma, l'usine qui produit de l'électricité à côté de l'usine du Galion, à partir de matériaux organiques importés pour l'instant majoritairement des États-Unis. Voilà. Mais vous avez perdu. J'ai perdu, mais voilà, je me suis incliné. Et c'est ça, être démocrate. Mais si on commence à remettre en cause toutes les décisions qui sont prises par la majorité au prétexte qu'on n'est pas d'accord, ben on va vers un régime autoritaire. Donc, ça a été voté, ça doit être exécuté. Alors, allons jusqu'au bout. Vous dites, peut-être qu'on va gagner, ou peut-être qu'ils vont gagner. Ils vont gagner, parce que vous n'êtes pas partie prenante. Ils vont gagner juridiquement. Enfin, bon, peut-être que dans quelques mois. Mais en tout cas, politiquement, c'est une erreur. C'est bien ça, je résume. Alors, pourquoi ça constitue une erreur politique? C'est une erreur parce que ça intervient à quelques mois d'une échéance majeure, le renouvellement de la CTM, et que je connais ceux d'en face. Et on voit bien qu'il y a une posture qui est prise. Cette posture-là, de dire, moi je suis le garant de ceux qui refusent de payer le béquet. Et ça marche. Parce que c'est un dossier qui est beaucoup plus complexe que ça. Ça va au-delà de l'eau, en fait. Ça va au-delà de l'eau. Ça fait appel à du ressenti, voire du ressentiment, des choses qui sont vraiment très profondément en nous et qui ne demandent parfois qu'à émerger, qu'à ressortir. Mais lorsqu'on ne canalise pas tout ça, on arrive encore à des dérives. Vous dites qu'on joue peut-être là sur des sentiments anti-béquets profondément ancrés? Mais bien sûr. Et je pense que ces sentiments anti-béquets sont parfois légitimes. Parce qu'il y a des injustices qui Donc en réalité, comme disait l'un de mes invités, l'affaire Seguino, l'un de mes invités en l'occurrence, M. Ocollier, qui disait, mais attendez, quand on creuse cette affaire de Seguino, c'est peut-être pas une affaire d'eau, c'est une affaire raciale. Mais c'est même pas une affaire raciale, c'est une affaire de souffrance. C'est une affaire de l'histoire de la Martinique. Parce que certains vont dire, et ils ont peut-être raison, mais si ce monsieur s'appelait Marajo ou Duhamel, ça n'aurait pas posé de problème, parce que peut-être que certains n'auraient pas mis autant d'énergie à le payer, c'est vrai, mais peut-être que le fait de le payer n'aurait pas posé autant de problèmes, c'est vrai aussi.
Donc, il faut tenir compte de cette situation. On dépasse et je le crois cadre purement technique. D'ailleurs, je crois que l'opinion publique, lorsqu'elle n'est pas préparée, lorsqu'elle n'a pas toutes les informations, elle pourrait facilement sombrer ou aller dans une position caricaturale en disant nous parler, nous pas payer bétier. Alors, on va faire un peu de politique fiction. Mais on est le 21 juin. Vous avez gagné l'élection. Vous faites quoi pour Seguino? On paye. Les 225 000 euros. Et puis c'est fini. Oui, on paye. On exécute une décision qui a été prise. Sauf si l'Assemblée, entre-temps, revient sur cette décision-là. Ouais. C'est son droit. Ouais. Mais elle seule a le droit de revenir sur cette décision. Mais on paye, on applique. Et je vous dis pourquoi. Parce que les solutions qui ont été présentées par la suite risquent d'être plus coûteuses pour les finances de la collectivité. Ben, elles sont annoncées déjà plus coûteuses de toute façon. Les budgets qui sont présentés sont plus Sauf élevés. La dernière, ouais. Qui en apparence, lorsqu'on ne rentre pas dans le fond du dossier, semble à peu près un peu moins coûteuse, mais en réalité va s'avérer beaucoup plus coûteuse pour les finances de la collectivité et aussi parfois pour l'état sanitaire de la Martinique, parce qu'on va passer sous une rivière sous une rivière, on va traverser des terrains qui, de notoriété, sont chargés en chlordécone, etc. Mais au-delà de tout ça, je veux dire, mais nous avons une opportunité de récupérer du foncier. On ne peut pas avoir un discours de dire il faut qu'on ait du foncier pour mettre en place nos projets et puis passer à côté de cette opportunité. Parce que lorsqu'on va établir une servitude comme on s'oriente, ce vers quoi on va, on ne sera toujours pas propriétaire. Le propriétaire sera toujours le même. Et on passe d'un dossier où on passe pour 70 mètres à peu près sur le terrain de ce propriétaire à un dossier où on va passer sur 245 mètres sur le terrain de ce propriétaire. Ça veut dire que le montant de l'indemnité sera supérieur. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ouais. Si j'étais ce propriétaire, je me frotterais les mains. Parce que je resterais propriétaire et j'aurais quelque part une rente à vie avec cette servitude-là. Enfin, surtout si ça explose à nouveau. J'aurais souhaité même que ça explose. J'aurais souhaité que ça explose pour être indemnisé chaque fois. Bon. Mais nous avons une opportunité. On sait bien qu'il y a beaucoup de terres en Martinique qui ne sont pas disponibles pour l'agriculture, pour installer des jeunes agriculteurs. Nous avons une opportunité d'acquérir du foncier pour mettre en œuvre des projets, des politiques publiques de la collectivité territoriale de Martinique. Et c'est un aspect qu'il faut prendre en considération. Ça n'a pas été suffisamment présenté comme ça, mais nous avons une opportunité d'acquérir du foncier, alors que là, nous allons toujours continuer à payer un loyer et à payer des indemnisations régulièrement à un propriétaire alors qui ne va pas s'en plaindre de toute façon. Je pense que c'est pas de bonne politique et c'est pas une politique offensive pour notamment le développement de l'agriculture en Martinique. Alors, vous voulez échapper aux questions qui mettraient... Je ne veux échapper à aucune question. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Qui mettraient dans les éléments de langage l'opposition entre PIA et le MIM, vous l'avez dit, dites ça m'intéresse pas. Mais il y a quand même... Non, je ne souhaite pas échapper à ces questions-là. Oui. Je les devance même. Oui. Je dis que nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. D'accord. Et vous l'avez bien vu lors de notre rentrée politique, on a clairement dit que nous ne répondrons pas aux attaques. Oui. Et c'est pas parce que nous ne pouvons pas, c'est parce que nous avons fait le choix. Vous avez fait le choix. De ne pas répondre. Alors, on a bien compris que c'est pas ça qui va empêcher les autres de vous attaquer. Mais nous, on n'est pas dans ça. On est pour le 0C. Autant on est pour le 0 chlordécone, on est pour le 0 cancan aussi. Voilà. Je vais revenir sur le passé quand même. Qu'est-ce qui peut expliquer que Alfred Marie-Jeanne ait vis-à-vis de vous autant d'animosité? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on vous a vu tenir le choc, avaler des couleuvres, des boas, enfin, et j'en passe, c'est les meilleurs. Contrairement à ce que beaucoup pensent, j'ai une capacité d'encaissement. Et de digestion. Et de digestion aussi. Et de digestion. Mais au-delà de la plaisanterie,
c'est un élément fondamental de la campagne qui va s'ouvrir. Mais c'est la nature humaine. Bon. La réponse, elle est là. C'est la nature humaine. Vous savez, lorsqu'on est un leader, il y a deux options. Soit on se distingue par la qualité de sa relève, la qualité de la transmission. Ouais. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on juge les grands hommes politiques. Je crois que c'est comme ça. Et nous avons d'autres hommes politiques qui ont beaucoup fait pour le pays, qui ont beaucoup travaillé. Je ne peux pas dire que M. Marie-Jeanne n'a rien fait. Je ne peux pas dire que M. Letchimy n'a rien fait. Non, je crois qu'il faut reconnaître la qualité du travail, parce que ça n'a pas toujours été facile non plus pour eux. C'est pas simplement ils ont fait parce qu'ils ont été maires, ils ont signé, ils ont été présidents, ils ont signé. Non, ils ont eu une volonté politique qu'ils ont essayé de mettre en œuvre avec leurs forces et avec leurs défauts. Mais ils ont fait évoluer ce pays-là, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Il faut continuer. Mais ça ne veut pas dire... Vous n'apportez pas de réponse à ma question. Hein. Vous dites que c'est la nature humaine. Il manque un bout. Pourquoi ? Il manque un bout, parce que vous dites il y a de grands leaders et on reconnaît leur grandeur à leur capacité de transmettre. Oui. Voilà, mais je n'ai pas perdu mon fil. Et puis de l'autre côté, il y a quoi ? Je n'ai pas perdu mon fil. Il y a ceux qui ne savent pas passer la main, qui ne savent pas passer le témoin. Et même pire, il y a ceux qui considèrent que, à leur ombre, aucune tête ne doit dépasser. C'est aussi humain. Et vous pensez il y a des pères, je ne considère pas M. Marie-Jeanne comme mon père. Je crois que je l'ai suffisamment dit. J'ai dit que ça a été mon professeur. Bon, voilà. On va dire, il y a des professeurs qui ne voient pas d'un bon œil que leurs élèves arrivent à leur niveau, voire les dépassent. Et vous pensez que c'est ça ? Je pense que lorsque, au sein du MIM, lorsque j'ai atteint un niveau de popularité qui n'était pas celui du président, mais ça lui a fait peur, il a considéré que c'était lui faire de l'ombre. Et je veux dire tout simplement, sans entrer dans quelques polémiques ou quelques cancans que ce soit, M. Marie-Jeanne m'a beaucoup porté. Et pour ça, j'ai une reconnaissance. Mais rien ne m'a été donné aussi facilement. Par exemple, pour les élections législatives de 2012, le président de mon parti, le MIM, lorsqu'il a décidé, le député du Sud, lorsqu'il a décidé d'aller dans le centre atlantique, il m'a demandé d'être le suppléant de M. Eugène Lanché, le maire des Anses-Darley. Il m'a demandé d'être le suppléant d'Eugène Lanché. Ce sont les militants du MIM qui n'ont pas accepté cette décision, qui ont dit non, on doit organiser une primaire. De toute façon, vous n'étiez pas favorable à ça. Très objectivement. Non, je n'étais pas favorable à ça, mais... Être un nouveau suppléant de quelqu'un qui ne fait même pas partie de votre mouvement, c'était pas votre kiff. Voilà, mais j'ai compris aussi, et ça s'est vérifié par la suite, qu'entre ces deux hommes-là, il y a toujours eu une très grande complicité. Donc vous ne vouliez pas être la victime. Aujourd'hui, dont je ne voulais pas être la victime, mais aujourd'hui, on le voit à travers les soutiens qui s'expriment pour les nouvelles élections. Mais ça s'explique. Ouais. Et lorsque je dis ça, c'est pas que je jette l'opprobre, je rappelle la réalité. Simplement, c'est comme ça que historiquement ça s'est passé. On ne m'a rien laissé d'emblée. Il a fallu. On vous a pas laissé le royaume. On le destinait à quelqu'un d'autre. Il était destiné à quelqu'un d'autre. Si on peut parler de royaume. Donc finalement, vous l'avez pris ce royaume. Vous l'avez conquis contre la volonté du chef. Mais vous savez bien qu'en politique, c'est comme ça que les choses se font. Avec le soutien des militants, c'est surtout ça. Vous savez qu'en psychiatrie, on appelle ça tuer le père. Non, c'est pas tuer le père. C'est quoi? C'est ne pas laisser le père tuer le fils. Bon, très bien, on va s'arrêter là. Alors, on va arrêter de faire de la psychiatrie de comptoir. Mais c'est vrai que ça vient de moi. Continuons la politique, on va dire. Il y a des gens qui disent la politique politicienne, mais en fait, c'est ça la politique. C'est d'abord la conquête du pouvoir. Donc parlons de la conquête du pouvoir. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Non, mais attendez, non. On va parler du contenu.
ne vous inquiétez pas. La conquête du pouvoir, parce que là, il va falloir aller conquérir le pouvoir. Il y a de fortes chances, plusieurs observateurs en sont persuadés, que la participation dans des conditions d'une pandémie aux prochaines élections va être plutôt basse. Elle était déjà pas flamboyante en 2015, parce qu'on était à 43% au premier tour, ce qui était le taux le plus bas jamais atteint. Donc si on descend en dessous de 40, ça va être très compliqué, surtout qu'il y a une frénésie de candidatures. Alors on en a compté 11 pour l'instant, officielles ou non officielles. Ça veut dire que la bataille va être terrible, surtout qu'il faut passer les 10%. Les fameux 10% des suffrages exprimés. Alors, imaginons que ça soit, allez, rêvons un peu, 50%, ça fait 15 000 personnes, hein, on est d'accord, pour être autorisé à aller au deuxième tour. Tout ça pour dire que, fatalement, sauf s'il y a 2 listes seulement qui passent cette barre, il y aura les alliances. Fatalement, mécaniquement. Alors, aujourd'hui, il est clair que vous ne ferez pas alliance avec Alfred Marie-Jeanne s'il est au deuxième tour. Mais non, mais pourquoi vous voulez parler de deuxième tour? On ne sait même pas quand aura lieu le premier tour. Oui, non, mais on est sûr que ça aura lieu en 2021. Vous voulez aborder Je ne suis même pas sûr que ça ait lieu en 2021. Enfin, constitutionnellement, c'est difficile d'aller au-delà. On va dire une forte probabilité que ça ait lieu en 2021, mais vous savez, il y a beaucoup de pronostics qui ont été bafoués avec cette pandémie. Ouais, vous pensez que ce sera pas en juin? Imaginez, non, mais là, tout à l'heure, on parle déjà de septembre, ouais. Mais imaginez qu'en septembre, on soit en pleine crise et que les pics soient les plus élevés encore qu'aujourd'hui, ouais. Ben forcément, la raison va imposer de repousser encore les choses. Oui, ce n'est pas bien évidemment ce que je souhaite, ouais. Mais aujourd'hui, on est obligé d'adopter une attitude très humble vis-à-vis de tout ça. Oui, ça repousse les échéances, mais de toute façon, il va falloir faire des élections. À un moment donné, il va falloir le faire. Mettons-nous dans cette hypothèse-là, dans ce cadre-là. De toute façon, mon analyse reste vraie, c'est pas parce qu'on repousse, et plus on va repousser, et comme on l'a vu pour les élections municipales, plus on repousse, plus la participation descend. Bon. Donc la nécessité d'alliance, on peut exclure, sauf si vous me dites le contraire, on peut exclure une alliance avec Alfred Marie-Jeanne, compte tenu de vos relations, on va dire ça comme ça. Il reste pas beaucoup de monde, en fait, finalement, avec qui s'allier. Vous parlez de 11 candidats que je connais même pas, que je ne connais même pas. Donc, au soir du premier tour, ouais. On va examiner la situation de manière objective, de manière sérieuse, rigoureuse, et puis à ce moment-là, on verra. Mais pour l'instant, l'objectif, avec le mouvement élargi, unitaire que nous incarnons, l'objectif, c'est d'être le plus largement possible en tête au premier tour. Très bien, voilà. Mais vous n'évacuez pas, vous n'en faites pas une question de principe, vous n'évacuez pas l'hypothèse d'une alliance au deuxième tour. Je n'évacue pas, bien évidemment, parce que on peut jamais dire aussi loin d'une échéance que je ne ferai pas ça. Mais je sais très bien qu'aujourd'hui, les Martiniquais risquent de se souvenir de cette alliance de deuxième tour, de dernière minute, que nous avons signée et qui s'est avérée in fine catastrophique dans l'ambiance, dans la logique du travail. Je veux dire, lorsqu'on est habitué à travailler ensemble, on se connaît déjà, mais lorsqu'on concocte des accords de dernière minute dans la précipitation avec simplement une visée électoraliste, forcément, c'est une unité à court terme. Or, nous voulons nous inscrire vraiment dans le long terme. Jean-Philippe Nidor, vous êtes en train de me dire, là, de nous dire, parce que vous savez qu'on est plein à vous écouter, là, beaucoup, mais que vous n'étiez pas favorable à cette alliance? Mais tout le monde sait que j'étais pas favorable. Non, mais dites, vous savez qu'il y a des gens qui sont arrivés ici depuis 2015, qui sont retournés en Martinique, qui ce sont des nouveaux électeurs. Oui. Vous savez qu'un certain nombre de jeunes n'étaient pas matures
pour voter en 2015. Oui, et que là, 5 ans après, ils ont peut-être... Et ce travail-là, nous le faisons. Oui, non, mais eux... particulièrement au niveau des jeunes. Mais eux ne le savent pas que vous n'étiez pas favorable. Dans le quotidien, dans la quotidienneté, parce que je profite pour le dire, on s'inscrit non pas dans du virtuel, mais dans le quotidien. Dans la quotidienneté, nous faisons ce travail et nous essayons d'impliquer de plus en plus de jeunes. D'ailleurs, ça s'est quand même vu un peu à notre rentrée politique. Oui, on va il y avait beaucoup minutes. de personnes qui n'avaient pas l'habitude d'assister à des meetings et qui sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de frémir en Martinique et qui était là. Donc les jeunes, on est en contact. On n'a jamais non, mais j'ai pas de doute sur le fait que vous savez très bien vendre, entre guillemets, bien sûr, avec beaucoup de respect, votre programme et votre dynamisme. Mais répondez à ma question. Est-ce que dans ce fameux soir de décembre 2015, c'est vrai qu'à l'époque on vous avait pas beaucoup vu, vous n'étiez pas favorable à l'union, la fusion avec Yann Monplaisir? Mais ce n'était pas mon choix, mais je l'ai respecté. Ça a été le choix encore une fois, majoritaire de mon organisation. Face au choix démocratique. Mais bien sûr, je me suis plié. Ouais. Mais on sait bien que ce n'était pas mon choix. Mon choix, dès le départ, c'était d'aller davantage vers une alliance dite de gauche plutôt qu'une alliance avec... Mais quand vous dites de gauche, c'était par exemple intégrer la liste de Marcelin Nadeau qui avait fait plus de 5%. Absolument. C'était ça. C'était ça, entre autres, mais même beaucoup plus tôt, tout le monde sait que j'avais choisi l'option d'un rapprochement plus avec Azéo qu'avec Monplaisir. Bon. Mais une fois que ce choix a été acté, je dois dire que j'ai essayé d'apaiser les choses et j'ai travaillé en très bonne intelligence avec beaucoup de collègues qui venaient de la droite. Mais intimement, vous saviez que ça allait exploser, non? Je dis, tout ce qui est précipité, tout ce qui est à finalité exclusivement électoraliste, ça ne peut pas tenir parce que c'est pas solide, c'est pas basé sur des projets. Et puis, je veux dire, une réalité aussi, c'est que certains ont pu découvrir qu'une fois les élections gagnées, les engagements finaux écrits étaient partis en fumée, oui. Alors, parlons du contenu. En quelques mots, puisqu'on a déjà fait pratiquement le tour du cadran. On a noté chez vous quelques élans d'innovation par rapport au discours traditionnel que l'on entend sur cette espèce de proximité avec la population. Vous pouvez nous en dire deux petits mots? Parce que vous disiez tout à l'heure, urgence. Oui. Et on a bien senti qu'on n'était plus à l'heure des projets avec des ponts, les aéroports, des infrastructures, mais à des choses beaucoup plus concrètes. Bien sûr. Les politiques publiques, et lorsqu'on fait de la politique, on vient pour quoi? On vient pour se faire plaisir avec de grands discours, de grandes envolées lyriques, idéologiques, etc. Ou bien on vient pour améliorer le sort des gens. Et le sort des gens ne s'inscrit pas que dans le quotidien, mais il s'inscrit principalement dans le quotidien. Et les questions de transport, d'organisation de transport, les questions de gestion de l'eau, d'accès à l'électricité. Ce qui fait le quotidien de nos concitoyens. Mais ça doit être au cœur de nos propositions. Et nous aurons cette campagne, le temps de cette campagne électorale pour présenter les choses. Nous avons déjà commencé un petit peu à le faire en amont. Mais si on ne vient pas pour régler ces problèmes, pour améliorer le sort des gens, avec l'objectif d'offrir des perspectives à nos jeunes, pour qu'ils ne partent pas systématiquement, pour que la Martinique puisse devenir un territoire enfin réellement attractif. Si on ne s'inscrit pas dans ces objectifs-là qui sont pragmatiques, qui sont concrets, mais ça sert à quoi de venir faire la politique? Sinon, à dire, c'est moi qui chef, c'est moi qui mette. Mais moi, ça m'intéresse pas. C'est pas dans cette logique-là qu'on s'inscrit. Donc, oui, pragmatisme quotidien, oui, et toutes nos propositions vont se décliner autour de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vision derrière. J'allais vous poser la question.
vous n'avez pas mis votre drapeau jusqu'au fond de votre poche, quand même. Non, mais je le dis. Mais au moins, on peut considérer que vous n'êtes pas parti drapeau levé sur des options non, mais je parle statutaires. drapeau levé, c'est le drapeau de la Martinique. Oui. Mais bien évidemment, par exemple sur la question statutaire. Du statut, voilà. Vous n'allez pas nous refaire le coup du... maintenant qu'on a déchiré, entre guillemets, les accords de décembre 2015, on peut à nouveau parler du statut. Parce que je rappelle à ceux qui n'étaient pas là, c'est que l'une des clauses de cette convention de fusion, c'était, pendant 5 ans, on ne parle pas de statut. C'est pas l'élément qui me dérangeait. Ouais, mais là, on va pas revenir dessus. Mais non, parce que l'urgence n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Très sincèrement, l'urgence n'est pas là. On parle d'urgence environnementale, d'urgence sociale, avec une pauvreté qui se développe dans notre pays. Des gens qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, des budgets qui sont, au niveau des familles, qui sont de plus en plus difficiles à tenir. Certaines personnes qui ne peuvent même pas se faire soigner. C'est ça pour vous le cœur. C'est la réalité de la Martinique. Pour vous, c'est le cœur du contenu de cette campagne. L'urgence environnementale, climatique, l'urgence sociale, l'urgence économique et l'urgence sanitaire. C'est ça, les priorités. Bon. Et vous voyez qu'on ne met pas en avant une urgence statutaire. Ouais. Mais vous êtes en train de dresser à l'envers, entre guillemets, un bilan catastrophique de la CTM actuelle. Non, mais on a l'occasion de faire. Non, mais attendez, si vous me dites, voilà la situation, il y a une urgence sanitaire, il y a une urgence économique, il y a une urgence sociale, il y a une urgence écologiste, en fait. Qu'est-ce que vous portez au crédit d'Alfred Marie-Jeanne? Il y a une urgence démographique. Oui, en plus. Bon, vous avez fait partie d'une majorité relativement longtemps. Vous avez presque l'air de jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, c'est pas du tout le cas. Je fais un constat objectif d'une réalité aujourd'hui qui est en train de se dégrader dans notre pays. Mais cette dégradation n'est pas née il y a quelques semaines. Non, mais on peut pas dire, et ce serait là encore une caricature. Moi, je suis opposé aux caricatures, y compris celle de Mahomet, etc. Je suis opposé à des caricatures parce que ça réduit la réalité. On peut pas dire que c'est de la faute exclusive du président du conseil exécutif de la CTM ou des conseillers exécutifs de la CTM ou des membres de l'Assemblée. Il n'était pas tout seul. Non seulement il n'était pas tout seul, mais la CTM n'est pas tout seul. C'est pas le seul acteur du développement de la Martinique non plus. C'est le principal au niveau des institutions, des collectivités. Oui, en local. On va dire en local. Par rapport à la masse monétaire qui circule en Martinique, par exemple, on sait bien que le budget de la CTM ne représente pas tant que ça. Il faut toujours faire cette pédagogie-là et rappeler ce qui est vrai, c'est des réalités. Ce que ça pèse dans l'économie. Ce que ça pèse réellement dans l'économie, on peut pas. C'est pourquoi il faut être humble. Nous venons avec des propositions, avec une capacité d'impulser les choses. Mais on va pas dire qu'on va embaucher tous les Martiniquais qui sont au chômage. On n'a pas cette capacité-là ni cette volonté-là. Vous voyez? Donc, la CTM, c'est important. D'ailleurs, si c'était pas important, ce serait pas un levier qui nous intéresserait à activer au service de la Martinique. C'est important, mais il n'y a pas que la CTM. Et donc, si les choses ne vont pas, ce serait trop réducteur que de dire c'est à cause de la CTM. En revanche, moi, je peux dire, j'ai regretté. De toute façon, j'étais celui qui a pris ses distances le plus tôt parce que j'ai compris tout de suite qu'on s'était engagé dans un projet, un programme, mais qui n'avait pas la volonté obsessionnelle de le mettre en œuvre. Alors, l'une des questions qui revient le plus souvent quand j'appelle des gens, quand je dis, Jean-Philippe Nilor, les gens me disent, est-ce qu'un jour ou l'autre, Jean-Philippe Nilor va nous montrer qu'il veut vraiment le pouvoir? Alors, s'il s'agit de démontrer que je veux le pouvoir pour moi, non, ça m'intéresse pour l'exercer, pas. Parce que vous m'avez tendu la perche. Il n'y avait pas d'obsession
de mettre en œuvre le programme. Quand est-ce que vous allez donner cette image? Mon obsession, c'est de créer cette impulsion-là. C'est de participer avec d'autres à mettre en branle un nouvel état d'esprit, d'apaisement en Martinique pour qu'on puisse se retrouver à mettre en place des politiques publiques dans le domaine du social, dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport, de la culture, du développement économique, etc. Et dans le domaine de l'environnement, des politiques publiques vertueuses qui nous rendent enfin fiers d'être martiniquais et qui mettent en avant, non pas l'intelligence de ceux qui sont à la tête, mais l'intelligence collective du peuple martiniquais. Est-ce que vous pensez que ça me passionne, ça m'excite. Oui. C'est ce que j'ai envie de mettre en œuvre. J'ai envie de réconcilier les Martiniquais avec eux-mêmes. C'est-à-dire que participer avec tous ceux qui seront là avec nous à cette œuvre-là, qui est une œuvre concrète, je dis, c'est pas de la théorie. Ouais. C'est participer à ça au quotidien, au jour le jour, en prenant des décisions, en allant dans des commissions, en allant visiter les acteurs de terrain, en allant les valoriser, en mettant en place des choses qui revalorisent la Martinique. Ouais. Mais en faisant tout ça, oui, ça me passionne. Mais de dire, je veux le pouvoir, comme d'autres le disent, pour le détenir, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Alors, j'ai regardé l'histoire politique de la Martinique. C'est souvent ceux qui ont une affirmation, un attachement personnel fort, j'allais dire narcissique, au pouvoir, qui sont choisis. Est-ce que ça va changer? Ça va changer. Moi, je vous dis, ça va changer. Vous pensez que les gens suffisamment changer? Parce que n'oubliez pas que vous voulez les embarquer avec vous, parce que vous êtes toujours, vous avez cette volonté de consensus, de négociation. Peut-être que les gens n'aiment pas ça. Peut-être qu'ils ont simplement besoin de grands leaders. On a eu les grands leaders. Et je crois qu'on en a assez. Oui, vraiment. Et aujourd'hui, mais je le dis avec tout le respect que je porte à ces hommes-là qui ont marqué l'histoire de la Martinique, vraiment. Mais aujourd'hui, je suis vraiment persuadé et les remontées que nous avons sont celles-là. La Martinique attend autre chose. La Martinique a besoin d'apaisement. La Martinique a besoin de regagner petit à petit confiance en elle. La Martinique a besoin de retrouver de la sérénité pour que les gens ont besoin de se sentir bien dans leur pays, fiers de la réussite des Martiniquaises et des Martiniquais, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. C'est ça qu'il nous faut mettre en œuvre et je crois que, pour une fois, je veux bien croire vos recherches historiques, le narcissisme ne va pas l'emporter. Je vais vous envoyer une copie de mes vieilles cassettes vidéo avec vos discours et vous verrez la mutation impressionnante que vous avez opérée, y compris sur ça, y compris sur ce discours du consensus, de l'abandon du conductador par rapport à tout ce qui touche au consensus, à la mutualisation des pensées, des idées, etc. Vous verrez. Heureusement, finalement, mais peut-être que je ne me rends pas compte. Nous, on est là pour ça. Je suis toujours la même personne. Non, mais je vous remercie. Peut-être que je ne me rends pas compte, mais je dis heureusement quand même que j'ai évolué. Je veux dire, si j'étais celui que j'étais à 18 ans et qu'à mon âge à 55 ans, j'aurais eu les mêmes idées, les mêmes raisonnements. Je veux dire, voilà. Mais je suis fier de mon fils qui a 20 ans aujourd'hui et qui peut-être a beaucoup plus de détermination et beaucoup plus de virulence dans ses interventions. Il faut passer par ces phases-là. Et puis la vie vous apprend aussi énormément de choses. L'écoute des gens vous apprend. Ça vous apprend l'humilité. Et c'est vrai que j'étais persuadé, il y a de cela très longtemps, qu'un camp politique pouvait détenir la vérité. Ouais. Et que les autres, c'était des traites. J'étais dans ce schéma-là. Vous employez souvent ce mot. C'était des traites à la cause martiniquaise. À l'époque, j'étais dans ce schéma caricatural, dualiste. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que dans toutes les organisations politiques, il y avait des gens sérieux, puis il y avait des gens pas sérieux. Il y avait des gens au travail, et puis des gens qui n'étaient pas là au travail. Il y avait des gens qui étaient là pour le peuple et qui le faisaient en toute conscience pour le peuple, et d'autres qui étaient là pour eux-mêmes, dans tout, je dis bien, dans
toutes les organisations politiques. Y compris celles auxquelles j'ai participé. Voilà. Et aujourd'hui, on essaye justement. À PIA, ça va mieux. Voilà, vraiment à PIA, je me sens bien. Je me sens fier. Et je dois dire que, y compris la coprésidence avec Marcelin Nadeau, c'est une expérience qui est très positive. La collégialité des décisions, le fait que les débats ils sont menés en interne avec vraiment la foi, la détermination, mais toujours avec le respect. Quand même, il n'y a pas deux partis politiques en Martinique. Je crois même, si on parle de toute la France, qui sont co-présidés. Et ça, c'est un symbole. Ça veut dire qu'il n'y a pas un maître absolu qui décide de tout. Et c'est ce schéma-là qui peut-être avait toute sa force, toute sa pertinence au 19e siècle, au 20e siècle, qui aujourd'hui n'est plus pertinent. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a pas lieu de chercher l'homme providentiel qui va régler les problèmes de tout le monde. Oui, mais il y a un président de l'exécutif et un président de l'Assemblée. Est-ce que ça préfigure déjà ce que ça va être ce tandem si vous remportez l'élection? Est-ce que ça préfigure vous avez deux personnalités totalement différentes. Ça préfigure ce que ça va être le tandem Marcelin Nadeau à l'Assemblée et Jean-Philippe Nilor à la présidence de l'exécutif. Non, mais à la limite, là, je peux pas m'avancer là-dessus. Mais quel que soit le positionnement de chacun, si c'est l'intérêt de la Martinique qui compte, chacun sera à la meilleure place. Oui. Par contre, moi, j'ai une qualité. Je crois... je suis passé peut-être à côté d'une carrière d'entraîneur, de coach sportif, d'entraîneur de football. Je pense être un bon sélectionneur. Et je pense pouvoir mettre chacun à la bonne place et utiliser vraiment le talent, au-delà des compétences, le talent des uns et des autres. Et c'est ça qui fait une équipe. C'est pas les individualités. Faites attention. Vous savez que ces temps-ci, il y a beaucoup de sélectionneurs qui valsent. Hein. Je sais. Faites attention. Je sais ça, mais c'est peut-être le sort des sélectionneurs, des entraîneurs. Mais ça m'a toujours passionné, effectivement, notamment au niveau des sports collectifs, de voir comment on peut utiliser les compétences de chacun pour constituer un groupe. Et le groupe, il est toujours au-dessus des individus. Et certains, en politique, se considèrent comme des Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire ou les Lionel Messi qui vont partir de la défense, dribbler tout le monde pour aller marquer tous les buts. Ouais. Mais une équipe... C'est plus comme ça que ça fonctionne. Je crois que, franchement, aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Allons parler d'une individualité forte qu'il y a dans l'équipe en question. Je ne sais pas si elle est gardienne de but ou avant-centre ou défenseur. Aurélie Nella. Vous l'aviez vu venir, cette petite-là? Ben oui, heureusement. Parce que là, à mon avis, elle a quand même déjoué pas mal de pronostics. Hein. Dans la classe politique martiniquaise, il y a des gens... Je pense que même les instituts de sondage comme vous ont été dribblés. Ah, pas vraiment. Mais moi, je suis sûr que si vous jetez un petit coup d'œil au dernier baromètre politique, vous verrez qu'on avait un peu prévu ça. Mais la question, c'est... il va falloir compter avec elle, quand même. Mais bien sûr, heureusement. Je rappelle qu'Aurélie Nella, c'est la première vice-présidente de PIA. Mais c'est la plus vieille, entre guillemets, des vice-présidents de PIA. C'est la plus âgée. Ouais. Ça veut dire que nous avons aussi symboliquement choisi 5 vice-présidents qui sont 5 jeunes Martiniquais qui sont pétris de potentiel. Et en ce sens, PIA, c'est aussi une pépinière. Donc, on prépare déjà la relève. Et cette relève-là, nous n'allons pas nous opposer à elle, contrairement à d'autres. Nous allons l'accompagner. Parce que Aurélie Nella est peut-être un symbole à l'intérieur de votre parti, mais pour les Martiniquais, d'après nos études, c'est quand même la femme qui est potentiellement, avec d'autres, pas forcément, je ne citerai pas tous les genres de PIA, mais aussi d'autres femmes venant d'autres partis, vous ne redoutez pas une espèce de vague de femmes qui s'emparent du pouvoir en Martinique? Mais non, je ne peux pas redouter ça, au contraire. Oui, non, mais bon... Au contraire, c'est quand même sain. Non, c'est quand même sain. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est pas normal qu'en Martinique, on ne compte que 3 ou 4 femmes mères. Très franchement, parce que, en fait, les femmes, dans le quotidien, on parle de quotidienneté, c'est elles qui gèrent, hein.
bien souvent dans les foyers, dans les familles, qu'est-ce qui les empêche d'arriver à un niveau de responsabilité plus important? Moi, je vois deux symboles. C'est celle de la femme, mais celle de la jeunesse également. Ouais. Donc, moi, Aurélie, j'y ai toujours cru. Et je savais, même si je n'ai pas pu participer pour les raisons que l'on sait à la campagne électorale, parce que j'étais pas en Martinique et j'avais d'autres soucis à ce moment-là. Mais je crois que je savais que ça aurait marché. C'est la même intuition que j'ai pour les échéances à venir. Il faut dire qu'elle aussi, elle a été la victime d'attaques assez sévères jusqu'au dernier soir de l'élection. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a une morale en tout. Lorsque le peuple martiniquais a le sentiment d'injustice, d'exagération, de profitation, il se lève comme un seul homme. Et ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire salir cette jeune Martiniquaise-là, comme on a voulu le faire pour moi, je n'étais même pas candidat du COS, mon nom était, votre nom était omniprésent. Ces pratiques-là, ça ne marche plus. C'est vrai que dans une bonne partie du XXe siècle, c'est ça que les gens appréciaient dans le débat politique, dans les campagnes politiques, c'était au plus sali, au plus des bêtises, au plus des cachets, détruit. Aujourd'hui, heureusement, on a évolué. Et le peuple martiniquais supporte de moins en moins ce type de dérive-là. Et lorsque on mène ce genre de campagne-là, de dénigrement, on le paye cash. Ah ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, ou tout le bonheur, parce que ça c'est plutôt un souhait positif. On arrive à la fin de l'émission. C'était un plaisir, vraiment. Je vous avais dit que j'allais vous inviter. Vous connaissez la tradition, le petit quart d'heure, même pas quelques secondes. Alors, un bouquin magnifique, La Martinique comme vous ne l'avez jamais vu. Martinique, c'est plus bel pays, de Pascal Stanislas. Donc c'est la Martinique vue d'en haut. Ça s'est multiplié au cours des dernières années, mais celui-là est magnifique. Alors je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent des notes, ce petit moment de littérature, on l'opère grâce à notre partenaire, la librairie antillaise. Alors, je sais plus l'ordre, alors je crois que je me suis trompé. Donc à l'écran, le prochain, voilà, Lionel Trouillot, Antoine Desgommiers. Alors, Lionel Trouillot, c'est un écrivain haïtien superbe. Ça, c'est son dernier opus. Donc Lionel Trouillot, Antoine Desgommiers, ce bouquin est absolument fabuleux. Alors, Antoine Desgommiers, c'est en Haïti ce qu'on appelle un devin, en fait, un ougan. C'est un personnage qui a existé réellement. Ça, c'est l'histoire des petites gens d'Haïti en lien avec cette espèce de personnage fabuleux, mi-réel, mi-mystique d'Haïti. Et ça nous rappelle les quartiers difficiles des cités martiniquaises et je pense que c'est important. Alors, papa, est-ce que je peux venir mourir à la maison? Tony Delcham. Ça date de 1997 et ça se vend encore comme des petits pains. On sait que Tony Delcham a pris un peu de recul, mais c'est un des plus grands écrivains martiniquais. Alors, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il vient de Grand-Rivière, je vous le rappelle. Et ça, c'est une histoire terrible. Moi, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il vient de Grand-Rivière, mais aussi parce qu'il y a une grande partie de sa famille qui est à Sainte-Luce. On se rejoint sur ce plan-là. C'est l'histoire tragique d'une jeune femme victime des addictions qui revient et la relation avec son père. Je vous recommande cette lecture. Ensuite, Gaëlle Octavia, martiniquaise, qui vit à Paris, qui est une scientifique et qui fait le bonheur des lecteurs. La bonne histoire de Madeleine Démétrius. Alors, vous savez que Gaëlle Octavia a été honorée il y a quelque temps sur la fin de Madame Baby. C'est une des enfants chéris de Gallimard, qui est quand même l'une des grandes maisons d'édition, à lire de toute urgence.
Et puis, bon, pour finir, le polar classique. Alors, Ian Rankin, c'est un Écossais et c'est l'un des plus grands écrivains de polar. Et j'aimerais vous le présenter à travers Le Chant des Ténèbres, qui est le dernier. Vous connaissez Hercule Poirot, vous connaissez Sherlock Holmes, ça fait partie de notre imaginaire. Mais là, je vous présente Monsieur John Rebus, qui est l'enquêteur. C'est absolument fabuleux. Voilà. Monsieur le député, il faut quand même rappeler que c'est un député, hein, et qui n'a obtenu, si j'ai bien retenu, aucun empire de qui que ce soit, qui n'a hérité d'aucun empire de qui que ce soit. Monsieur le député, merci Jean-Philippe Nilor d'avoir accepté notre invitation. Et puis de toute façon, si la date est repoussée, on se reverra. Même si elle n'est pas repoussée, je pense qu'on se reverra. On se reverra. Merci beaucoup. J'en fais le pari, en tout cas, merci. Et merci à tous ceux qui ont eu l'amabilité, peut-être la patience de suivre cette émission dans son intégralité. Pour moi, c'est important de communiquer directement avec les Martiniquaises et les Martiniquais. Peut-être parce que j'ai toujours été très avare vis-à-vis des médias, j'ai toujours sélectionné mes interventions. J'ai pas besoin qu'on voit ma tête tous les jours. Mais comme vous avez changé, de toute façon, comme vous avez changé dans plein de domaines, au moins là, on vous reverra. Je serai un peu moins avare à l'avenir. Merci beaucoup, merci de votre fidélité, merci surtout de votre confiance et de votre soutien. Et